Imagine une pièce noire où une aiguille de lumière traverse un minuscule cristal. Sur un écran, la lumière ne dessine pas une image, mais une constellation de points nets, comme un ciel d'hiver piqué d'étoiles. Chaque point dit « voici un angle, voici une distance, voici un indice de la forme invisible ». Devant l'écran, une femme aux mains inouées par l'arthrite trace des chiffres, relie des intensités, construit pierre à pierre l'architecture d'une molécule. Elle s'appelle Dorothy Crowfoot Hodgkin et elle a rendu visible des substances polluantes qui soignent. La pénicilline, la vitamine B12, l'insuline. Elle n'a pas seulement éclairé des structures, elle a aidé des millions de corps à réparer le leur. Commençons par le commencement. Dorothy naît en 1910 dans l'Égypte britannique de parents enseignants et archéologues de terrain. Enfant, elle observe des tessons, des motifs, des pierres. Le monde matériel lui parle. De retour en Angleterre, à l'école, une professeure de chimie lui ouvre la porte des cristaux. Le miracle est simple. La matière s'organise, se répète, se géométrise, et cette organisation laisse une signature lorsqu'on la frappe avec des rayons X. Ce n'est pas une photographie, c'est une diffraction. Des ondes heurtent la maille et s'éparpillent en un motif qui garde le secret de l'intérieur. Si l'on sait lire ce motif et remonter, par des calculs, on passe de point sur un écran à atome dans l'espace. Dorothy comprend très tôt que cette lecture peut devenir une langue universelle pour la chimie. À Oxford, au Somerville College, l'une des rares voies ouvertes aux jeunes femmes, elle plonge dans la chimie. Elle part ensuite au laboratoire Cavendish de Cambridge, où un physicien iconoclaste, J.D. Bernal, lui fait toucher l'avenir. En 1934, avec lui, elle obtient l'un des premiers clichés de diffraction d'une grosse protéine, la pepsine. Clé de voûte, garder les cristaux mouillés pour qu'ils restent vivants sous le faisceau. L'idée paraît triviale. Elle réinvente un métier. Car si l'on peut obtenir des motifs lisibles d'objets biologiques, alors la biologie, celle des enzymes, des hormones, des vitamines, devient quantifiable dans l'espace. Revenant à Oxford, Dorothy monte son petit royaume. Une salle, des goniomètres bricolés, des chambres à rayons X, des étudiants qui apprennent à compter l'invisible. Elle n'a pas la force physique d'un laboratoire riche, elle a la force patiente d'un atelier. Les premières grandes proies sont les stéroïdes, cholestérol et compagnons, puis les molécules qui intéressent la médecine. Guerre, année 1940. Les hôpitaux manquent de tout. On découvre que les cultures de pénicillium sauvent des vies. La pénicilline guérit des soldats d'infection qui les auraient condamnés. Mais en chimie, soigner sans comprendre la forme exacte de ce qu'on injecte, c'est naviguer à l'aveugle. Le débat gronde. La pénicilline possède-t-elle vraiment ce petit cycle tendu qu'on appelle bêta-lactame ? Beaucoup doutent. Un tel cycle serait trop instable. Il n'existe pas. Dorothy ne polémique pas. Elle mesure. Elle prépare des cristaux, collecte des milliers d'intensités, corrige les erreurs systématiques, reconstruit la densité électronique par transformer de Fourier. En 1945, la réponse tombe. Oui, la pénicilline est bien une bêta-lactame. Ce minuscule carré d'atomes explique sa réactivité. Ce minuscule carré d'atomes est la clé qui ouvre la porte de bactéries. La chimie des antibiotiques cesse d'être une rumeur. Elle devient une ingénierie. À peine ce monument posé, Dorothy s'attaque à un Everest. La vitamine B12, c'est une boussole pour nos cellules, un cofacteur vital. Mais sa structure est un labyrinthe. Au centre, un atome de cobalt. Autour, un anneau corinoïde d'une complexité folle comme une cathédrale miniature. Les méthodes manuelles ne suffisent plus, il faut des ordinateurs naissants, des méthodes de atomes lourds, pour lever l'ambiguïté des phases. Année 1950, elle assemble des données à des altitudes où personne n'a jamais respiré. En 1956, la structure complète est là, incroyablement précise. 8 ans plus tard, le prix Nobel de chimie, 1964, salue cette conquête et, au-delà d'elle, toute une manière de faire, patience, rigueur, humilité devant les chiffres. Mais la montagne suivante est encore plus symbolique. L'insuline, hormone qui régule la glycémie, est connue depuis les années 1920. Extraite puis injectée à des millions de diabétiques. Connaître sa forme en 3 dimensions, c'est comprendre comment elle s'assemble, comment elle se lie à son récepteur, comment des variantes peuvent agir plus vite ou plus longtemps. Problème, l'insuline est une protéine, pas une petite molécule. Les cristaux existent, mais leur symétrie, leurs états, leur sensibilité rendent le puzzle redoutable. Dorothy y consacre des décennies, fédère des équipes, affine des capteurs, teste des compositions salines, varie les pH, récolte patiemment des motifs. En 1969, elle offre l'une des premières structures 3D d'une protéine d'importance médicale. Les modèles d'aujourd'hui, si nets dans nos logiciels, viennent de ces nuits où l'on additionnait des intensités au son sec d'un compteur. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce que voir une molécule veut dire ? On ne la regarde pas avec un microscope optique. On la déduit en renversant un problème. De la diffraction
les étoiles, sur l'écran, à la densité électronique où se tiennent les électrons, puis des maxima de densité aux atomes et aux liaisons. C'est un art de l'invisible, mais un art contrôlé. Chaque hypothèse doit retrouver les intensités mesurées. Chaque modèle doit prédire ce que l'on verra si l'on tourne différemment le cristal. Cette discipline a enfanté une science entière, la biologie structurale, d'où sortent aujourd'hui les inhibiteurs d'enzymes, les antiviraux, les molécules destinées à se glisser exactement dans la poche adéquate. Sans les cartes patientes de Dorothy Hodgkin et de ses pairs, la médecine de précision serait un slogan. Pendant ce temps, la vie, elle, ne lui épargne rien. À la fin de la vingtaine, une polyarthrite rhumatoïde déforme ses mains. Les doigts gonflent, se tordent. Les gestes les plus simples deviennent une négociation avec la douleur. Elle bricole des supports, tient les capillaires autrement, dicte parfois les calculs quand écrire fait trop mal. On la voit, silhouette fine, avancer avec prudence entre les tables, sourire à ses étudiants, demander doucement « Montrez-moi vos cartes, qu'est-ce qui cloche ?» La maladie n'est pas un drame exhibé, c'est un paramètre avec lequel elle compose, comme la qualité d'un cristal ou la stabilité d'une source. Son laboratoire n'est pas une forteresse, c'est une maison. Les étudiants étrangers y trouvent un coin pour recommencer une vie. Les jeunes chercheuses, un modèle qui ne hurle pas mais exige le meilleur. Parmi ses élèves figure une jeune femme promise à une carrière politique, Margaret Roberts, la future Margaret Thatcher, qu'elle guidera en chimie et avec laquelle elle gardera une correspondance malgré leurs désaccords publics. Dorothy préfère l'argument rationnel au bruit. Elle construit des ponts quand même. Les honneurs arrivent, lentement. La Royal Society l'accueille. Elle reçoit la très rare Order of Merit britannique. Des universités la couvrent de toges. Elle remercie, retourne à ses plaques et le soir prend des positions pacifistes, soutient des causes humanitaires, siège à des comités qui parlent de science avec responsabilité. Elle ne confond pas célébrité et utilité. Ce qui l'intéresse, c'est la forme des choses parce que de cette forme découle parfois une guérison. Revenons à ce trio qui résume une vie. Pénicilline, vitamine B12, insuline. 3 molécules, 3 angles d'attaque. Pour la pénicilline, établir une vérité chimique à contre-courant. Pour la B12, montrer qu'une complexité folle peut être domptée. Pour l'insuline, prouver que la biologie, même lourde, peut offrir son portrait. Chaque fois, la méthode se raffine. Cristaux plus exigeants, calculs plus longs. On parle de nuits entières bien à additionner des cartes, émergence de l'informatique dans les labos, coopération internationale. Et chaque fois une application, vérifier les mécanismes des antibiotiques, comprendre des anémies et des maladies neurologiques liées à la B12, améliorer les formes galéniques d'insuline qui stabilisent des vies. On a parfois demandé à Dorothy si le génie compte plus que le travail. Elle répondait en substance « Le meilleur de la science, c'est la persévérance éclairée. Persévérance ?» Tenir un cristal fragile au bout d'une fibre, recommencer des heures, quand un cliché est raté, répéter des raffinements parce qu'un pic de densité n'est pas à sa place. Éclairer, savoir quand s'arrêter, quand changer de selle, quand admettre que l'on s'est trompé d'espace de groupe. On pourrait croire que cette obstination n'enseigne rien à la vie, c'est l'inverse. Beaucoup d'étudiants sortent de son labo avec une éthique. Ne pas tricher sur l'incertitude, partager les données, signer juste, créditer les invisibles. Dorothy Hodgkin s'éteint en 1994. Les journaux rappellent son Nobel, ses collègues racontent ses questions calmes, ses étudiants se souviennent de ses mains, de ses yeux qu'on aurait cru fatigués et qui, au contraire, ne lâchaient rien. Aujourd'hui, la cristallographie au rayon X travaille avec des synchrotrons gigantesques, des faisceaux plus fins qu'un cheveu, des détecteurs ultra rapides et même des lasers à électrons libres qui saisissent les enzymes en mouvement. À côté, l'EM cryo, microscopie électronique, cryogénique, donne des images directes de protéines en 3D. Et pourtant, au cœur de ces prouesses, on retrouve la même promesse, la forme explique ce que la chimie peut faire. Le parcours qui mène d'un motif de point à un médicament garde l'empreinte de Dorothy. Si tu fermes les yeux un instant, imagine-la à sa table, non pas héroïne de musée, mais artisane dans sa lumière de bureau. Sur la gauche, des feuilles quadrillées. Sur la droite, des modèles en tiges métalliques. Devant elle, la carte de densité, bleue et grise, où émergent les anneaux et les chaînons. Elle se penche, ajuste, déplace un atome de carbone de quelques dixièmes d'angstrom. Ce petit déplacement peut être la différence entre la molécule s'accroche et la molécule glisse, entre une expérience qui échoue et un traitement qui fonctionne, entre une équation et une vie. Que nous laisse Dorothy Hodgkin? Une boussole. D'abord, l'idée que comprendre la forme est un acte de soin. Ensuite, la conviction qu'on peut faire de la grande science dans une pièce modeste avec un réseau d'alliés et de l'obstination. Enfin, un style. Pas de coups d'éclat inutiles, mais des preuves. Et une place faite aux autres. Les découvertes spectaculaires, ils sont moins des miracles que des sommes de gestes exacts.
Si cette histoire t'a donné envie de regarder autrement une pilule, une goutte, un cristal, abonne-toi à Destins épiques. Ici, on raconte des vies qui transforment le monde par des méthodes qui tiennent. De Jeanne Barret qui a contourné le globe à Katherine Johnson qui a calculé des trajectoires, de Ramanujan qui a vu des théorèmes dans ses rêves, à Vera Rubin qui a mis la nuit en équation. De Salk qui a offert un vaccin au public à Berners-Lee qui a placé le web dans le domaine commun. Et aujourd'hui Dorothy Hodgkin qui a vu les molécules pour que la médecine sache mieux les apprivoiser. Dis-moi en commentaire, dans ton propre métier, quelle de structure invisible aurais-tu besoin de révéler avant d'agir et par où commenceras-tu ?